et bienvenue chez Tatou Senti, le podcast pour se sentir bien. Le parfum, vous aimez ? Eh bien, Tatou Senti est le premier podcast parfum pour se sentir bien. Et oui, on y sent tout et on y goûte tout pour se sentir bien. On sent les matières premières avec des experts, des parfums avec les parfumeurs créateurs, on goûte et on éveille son palais et on écoute les bons conseils des gens qui vous font du bien. Or, avez-vous conscience que pour bien sentir, il faut se sentir bien. Je suis Bettina Ekroyd, votre hôte et experte parfum. Et je vous donne rendez-vous tous les mardis sur Tatou Senti, le podcast pour se sentir bien, pour un moment convivial avec un invité pour y découvrir son métier, ses succès et bien sûr, parfum, souvenirs olfactifs, souvenirs gustatifs et bien-être. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tatou Senti, le podcast pour se sentir bien. Suzanne respire à Paris, mais ne vous y méprenez pas, le monde entier respire aussi avec elle. Oui, elle a su insuffler un nouveau souffle en introduisant le breathwork, une technique tout droit venue de Los Angeles. Quoi de plus normal pour cette élégante et athlétique américaine qui a toujours su se poser les bonnes questions et agir pour aller de l'avant. Globe-trotteuse par devoir pour suivre Fadi, son mari qu'elle aime, Suzanne a une grande capacité d'adaptation. Oh, combien ! Beyrouth, Vancouver, Milan, et j'en passe. Néanmoins, son premier rêve était la mode, pour être tout simplement à la mode. Elle y passera 27 ans auprès de grands photographes, dans de magazines célèbres et chez des couturiers. En somme, elle a cheminé de l'extérieur vers l'intérieur. Adepte de la loi des petits pas, Suzanne crée Breathe in Paris où elle enseigne sa méthode. Pour elle, apprendre à respirer, c'est apprendre à mieux vivre. Ouvrez la bouche, faites 2 inspires, puis 1 inspire, en gardant la bouche toujours ouverte, et vous irez beaucoup mieux. C'est juste un petit aperçu de la méthode du breathwork. Juste avant de pratiquer, ne manquez pas d'écouter le beau parcours raconté par Suzanne avec simplicité et authenticité. Bonjour Suzanne. Bonjour Bettina. Donc, depuis une semaine, nous sommes à nouveau en confinement. Et donc, qu'as-tu mis en place ? Puisque, en fait, lors du premier confinement, tu avais fait des séances gratuites sur Instagram. Donc, quel est le programme du deuxième confinement ? Oui, c'était une grande expérience le premier confinement parce que j'ai dû être créative d'un coup, comme tout le monde, je pense. Oui. Et ces lives m'ont donné une opportunité de toucher beaucoup plus de monde partout dans le monde. Et j'ai donné 49 lives gratuits, oui, pendant le premier confinement. Et c'était bien que c'était gratuit. C'est énorme. Pour les différentes raisons. Première, c'était parce que c'était normal que je donne quelque chose aux gens. Deuxième, c'était bien parce que quand c'est gratuit, tu es moins stressé. Et parce que c'était quand même stressant de faire des lives que je ne connaissais pas avant, c'était une bonne occasion pour moi d'aller en dehors de ma zone de confort et apprendre. Et aussi faire plein d'erreurs. Oui. Comme tu te rappelles peut-être, où la musique ne marche pas, ou que je parle trop, ou je ne sais pas comment décrire les choses. Et ça m'a permis d'être beaucoup plus forte, travail et apprendre. Et pour ce deuxième confinement, je me suis dit, j'ai envie de faire ça différemment. Je voulais offrir des cours moins chers par Zoom pour que ça puisse être accessible à beaucoup plus de gens, mais ce n'est pas gratuit. Parce que mon temps, ça compte. Et ça, c'est une chose que j'essaie de dire à mes élèves, à mes clients, c'est si vous travaillez, si vous donnez, c'est pas mauvais d'être payé pour ce que vous faites. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, il faut le faire quand on décide que c'est gratuit, c'est parce qu'on l'a décidé. Et après, effectivement, le gratuit a ses limites. Exactement. Et de réduire le prix aussi, moi, je trouve que quand quelqu'un paie pour une séance de breathwork, comme tout dans la vie, il y a plus de valeur à ce qu'ils reçoivent. Peur et j'ai confiance en ce que je fais. Je sais aussi combien ça peut aider les gens quand ils décident de faire une séance de breathwork et ils assument responsabilité pour le travail qu'ils font.
c'est beaucoup plus efficace quand ils paient. Oui, qu'est-ce que j'offre? J'ai fait une série qui s'appelle Édition spéciale confinement. C'est 8 séances, c'est 8 séances d'une heure, les lundis et le vendredi, entre 18h et 19h sur Zoom. On peut s'inscrire sur mon site et les séances sont 15 € chacun. Mais normalement, il n'y a pas de replay pour ces séances. Je ne suis pas non plus très disponible pendant le cours. C'est très, très vite. C'est efficace et c'est très bien pour les gens qui ne veulent pas perdre leur temps et qui veulent aller droit au but. Voilà, droit au but. Je vais faire des lives aussi. Je vais juste dire, je pense les samedis soirs, je vais faire des lives sur Instagram. Peut-être pas breathwork ou peut-être un goût de breathwork ou la méditation. Et je fais pas mal de lives sur les comptes des autres. Par exemple, ce soir, le jeudi 5 novembre, je fais un live sur M Skincare et jeudi prochain sur Olidermie et Olisens. Ton autre actualité, c'est aussi l'apparition de ton livre Breathwork, Respirer pour mieux changer, que tu as coécrit avec Émilie Vertou et qui est paru aux éditions Flammarion. Alors, est-ce que tu peux nous dire brièvement le message que tu as voulu faire passer en écrivant ce livre? Oui, c'est un vrai accouchement, ce livre. Et le message, c'était avec Émilie, on s'était dit, on a envie de dire aux Français c'est quoi le breathwork dans une façon simple, accessible et aussi avec mon histoire qui rentre, qui sort au milieu des pratiques, au milieu des méditations, des exercices. Et le but, c'est de donner des différents outils. C'est une boîte à outils avec la respiration comme fil rouge. D'accord. Ok, bon, on va y revenir. Mais en fait, tu as aussi commencé des séances via Zoom, donc là qui durent 2 heures au moins, et qui sont sur les 8 différentes thématiques du livre, et qui sont le dimanche et le mercredi. Est-ce que tu peux nous dire juste un petit mot? Oui, mon but avec ces cours de 2 heures sont d'offrir aux gens partout dans le monde mes cours de Breathe in Paris qui incluent mes 4 piliers, le breathwork évidemment, la méditation, le Reiki et la réflexion, le développement personnel. Et comme ce livre est un vrai livre de développement personnel, je me suis dit quelle meilleure occasion de présenter mon livre aux gens qui lisent le livre et de les accompagner sur ce voyage, mais aussi aux gens qui n'arrivent pas à le lire parce que c'est écrit en français. Et j'ai beaucoup d'élèves qui sont partout dans le monde, alors qui ne parlent pas français. Et alors voilà, j'ai choisi des thèmes qui peuvent être importants. Mise en pratique. Mise en pratique, oui. Des thèmes qui sont adaptés à chaque chapitre, mais par exemple, hier, j'ai fait le premier chapitre, ça s'appelle « Qui suis-je ?» et c'est sur la transformation personnelle. La prochaine, c'est sur vivre avec de l'intention. Il y a un troisième, je ne me rappelle pas les différentes séquences, mais il y aura l'amour, la sexualité, les relations. Il y a les 8 chapitres. J'ai pris pratiquement les thèmes qui étaient pour moi plus importantes dans chaque chapitre. Alors, j'ai pris des choses plus importantes. Oui, tout à fait. Je vous invite à me suivre dans cette balade sensorielle et joyeuse avec Suzanne pour mieux apprendre à la connaître. Donc, place à la note découverte. Qui est Suzanne Aubary? Alors, ma première question, c'est quel est ton souvenir olfactif le plus fort? Pour moi, c'est l'herbe à peine coupée. Et surtout à Cape Cod, à côté dans le Massachusetts. Et là où tu es née et où tu as grandi? J'ai grandi en Massachusetts et en Californie. Je suis née en Californie. D'accord. Mais le côte est des États-Unis a vraiment des saveurs, des parfums, parce qu'il y a beaucoup de saisons. Il y a les 4 saisons là-bas par rapport en Californie. Et pour moi, la meilleure saison, c'était en été, quand on faisait du camping en Cape Cod, qui était à peu près 2 heures où j'habitais, et on faisait du camping tous les étés. Et alors, pour moi, c'était les odeurs, les parfums qui me ramènent dans mon enfance et qui me font tellement de bien, sont soit l'herbe à peine coupée, c'était mon père qui coupait l'herbe peut-être dans le jardin. Qui passait la tondeuse. Dans la tondeuse, voilà. Et aussi, quand je faisais du camping, c'était le feu de bois.
D'accord. Donc, ce sont des notes qui te rassurent. Oui, beaucoup. Donc, en fait, dès ton plus jeune âge, tu savais que tu voulais travailler dans la mode. En fait, très Mhm. rapidement, tu as su, puisque c'est ton premier métier. Mais qu'est-ce qui te faisait rêver à cette époque et pourquoi avais-tu envie de la mode? J'ai grandi à Andover, Massachusetts, et c'était pas du tout, c'était dans les années 80, 70, 80, que j'étais au lycée, à 80. Et la mode, c'était la mode des années 80. Oui, Tout ce que je voulais faire, c'était être à la mode. Et je pense que euh, ce qui m'a poussé vouloir être à la mode, c'était que je n'étais pas à la mode. oui, Et on n'avait pas beaucoup d'argent, c'est pour ça qu'on faisait du camping et oui. on n'allait pas dans les grands hôtels. Mais on n'était pas pauvres, on était juste moyens. On était Non? moyens, mais on habitait dans une ville qui s'appelle Andover, Massachusetts, qui était plein de riches. Et tous mes amis avaient les Oui. voitures quand ils avaient 16 ans et qu'ils allaient aux Bahamas, aux Caraïbes pour les vacances, dans les hôtels. Et Mhm. mon plus grand souhait quand j'étais jeune, c'était être comme eux. Oui, Et je n'étais pas du tout comme eux. J'étais très grande, avec oui, des jambes très d'accord. longues, mes cheveux super lisses et mes dents qui sortaient. J'avais un nez que ma tante disait que je devais refaire absolument un jour. Et j'étais consciente de moi-même. J'étais pas très bien dans ma peau. Et je me rappelle quand et je faisais beaucoup de choses pas trop cool. Je faisais le ballet, j'étais Mhm. chanteuse, je faisais les instruments, la De la flûte. flûte? Et, et voilà, j'étais pas le cool girl. Et ça, à un certain moment, je me suis dit, je veux plus ça, je veux pas faire ça parce que je sens que parce que je regarde en secret Elle Magazine, Glamour, Cosmopolitan, et je les cachais sous Oui. mon lit, et puis je déchirais les photos et je les mettais sur mon mur, et j'ai encore une photo de mon mur qui avait mes rêves dessus. Et mon rêve, Mhm. c'était de travailler là, d'être comme eux, comme elles, les femmes, mais pas Oui. vraiment être comme elles, autant que de pouvoir créer ce qu'elles ont. Et je ne savais pas qu'est-ce que c'était, je ne pouvais pas articuler à ce moment-là qu'est-ce que je voulais. Et puis, je pense que au fur et à mesure, j'ai changé comment j'étais et je dois dire que je Oui. me suis créée. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. J'étais Mhm. très consciente de ça. Si, si, si. De, Mhm. Et puis tu avais peut-être envie de rejoindre, entre guillemets, un petit peu plus le moule et d'être moins je différente. voulais être moins différente. Qui au final, après, tu reviendras sur autre Exactement. chose, mais... Et oui, oui, évidemment. Et je pense que beaucoup de mes élèves s'identifient à ça parce qu'on ne veut pas le regard des Mhm. autres ou de se sentir différente. C'est quand même pas toujours confortable. Et, euh, Non. Puis et surtout surtout quand on quand est on est jeune. jeune. Et ça peut être vraiment comment dire, ça peut un Un frein frein? pour plus tard même. Oui, Quand je oui, oui. parle avec mes élèves et mes clients, souvent, je sais, ces conditionnements peuvent nous freiner même quand on a Mhm. 50 ans, 60 ans, 70 ans. Tout- Et la mode, Absolument. pour faire vite avec cette question, c'était mon rêve et j'ai fait tout pour la réaliser. Et tout d'abord, en lisant les magazines, je voulais travailler dans un magazine, c'était ça mon but. Et j'ai commencé à me changer, j'ai coupé mes cheveux, j'ai changé mon nom, et ça, j'en parle dans le livre. Euh, Oui, j'ai oui, changé mon oui, nom ça... plusieurs fois de Susan à Sue, à Suzette, à Suzée, et oh là là. Ça veut dire que j'étais un peu perdue. Et tu changeais de look à chaque fois? Sûrement, je changeais mon look à chaque fois. Comme moi, je change mon look maintenant, aujourd'hui, comme toi, je veux dire, on peut changer et c'est Mhm. super quand on n'est pas toujours habillé dans le même. Là, aujourd'hui, j'ai mes cheveux lisses. Une autre fois, hier, j'étais plus sportive. Mais Ah ben, on on est est des comme caméléons. Sa propre personnalité a différentes facettes. Donc, selon son humeur, selon le jour, on peut mettre en avant une facette plus qu'une autre. Ça, c'est Et clair. aussi,
avec qui on est. Oui. Si on est avec des gens, et ça c'est ça c'est la mode. C'est pour ça la mode c'est très important pour moi parce que aujourd'hui, parce que ça ça t'aide à t'adapter à différentes situations et te donne la confiance. Et bref, mon rêve c'était ça, de rester travailler dans un magazine. J'ai été à l'université pour étudier le français et la littérature française et l'art, l'histoire de l'art. J'ai eu mon diplôme et puis mon premier stage, c'était chez Pierre Cardin à New York City en 1990. Et puis, j'ai eu... Et qu'est-ce que tu retiens de cet homme et de l'entreprise? Il y avait deux personnes. Lui, évidemment, il n'était pas là. On était à New York et on était... j'avais une femme qui avait les cheveux rousses et très punky. Et on m'a appris, j'ai appris que la mode n'était pas aussi simple que ça parce que il y avait les formes, c'était en fait la production des vêtements et c'était le styliste de Pierre Cardin avec qui je travaillais. Et c'était pas aussi glamour que ça, en fait. Et je disais, je ne sais pas si c'est vraiment ça que je veux. Mais je l'ai fait. Et puis, j'ai été à S-Mode. Je suis venue à Paris à ce moment-là pour commencer le début d'une grande carrière dans la mode. Mais j'étais à l'université. J'ai étudié à S-Mode et j'ai fait 1 an sur les 3 ans. Et tu en gardes de bons souvenirs de S-Mode? C'était des super bons souvenirs parce que j'ai appris que je voulais pas être styliste, que je voulais travailler dans la mode et que j'étais très très bien à mettre en page mes dessins et j'étais pas très bien à dessiner. Et alors j'ai quitté après 1 an et puis j'ai aussi rencontré mon mari. Et je vais pas parler de tout ça maintenant, mais mon boyfriend à ce moment-là, il habitait à Milan et j'ai quitté S-Mode pour aller vivre avec lui à Milan. Et j'ai appris l'italien très, très vite parce que j'étais un peu embarrassée pour communiquer, mais aussi je me disais, oh là là, j'ai 22 ans et j'ai fait 5 ans d'université et je ne sais pas communiquer, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire et je suis en Italie avec un homme libanais et c'était pas très cool par rapport à mes grands-parents anglais, ils pensaient que j'étais vraiment folle. Mes parents, ils voulaient que je réussisse et j'avais besoin de prouver que je pouvais travailler dans la mode. Et j'ai eu un stage tout de suite, 6 mois après avoir commencé à apprendre l'italien, à Harper's Bazaar. Et puis après, j'étais embauchée 1 an après chez Vogue Italie, Condé Nast. Ma carrière dans la mode, c'est très éclectique. À continuer. Alors justement, en fait, tout au long de ta carrière, tu as été, si on résume un peu, tu as été directrice artistique, tu as été agent de photographe, tu as été journaliste, consultante, puis personal stylist. Quelle est l'expérience qui t'a peut-être le plus enrichi, le plus apporté de toutes ces expériences? S'il y en avait une à choisir ou plusieurs. Oui, évidemment, comme dans chaque chapitre dans mon livre, chaque chose amène à l'autre et t'enrichit. Comment tu dis ça? T'enrichis? Oui, tu t'enrichis. Je dirais, vraiment, il n'y a pas un. C'était très important pour moi, mon dernier travail que j'ai fait chez Stella McCartney, Nordstrom, où j'étais ambassadrice, j'étais brand manager de Stella McCartney dans Nordstrom Vancouver. J'ai participé dans l'ouverture de ce flagship à Vancouver de Nordstrom, qui est un grand magasin comme Le Bon Marché, mais il y en a beaucoup aux États-Unis, au Canada. Et pour moi, c'était le comble de ma carrière parce que c'était mon dernier travail que j'ai fait dans la mode, mais c'est vraiment où j'ai pu finalement mettre tout ce que j'ai appris ensemble. C'est-à-dire, comme directrice artistique, j'étais dans les journaux où j'étais en train de faire voir les vêtements qui étaient déjà faits. Travailler aussi avec la publicité. Puis alors je créais un rêve. Deuxième travail, c'était je travaillais comme art director, mais aussi comme styliste, directrice de mode dans un magazine, Femme de Maroc. Et là, j'ai créé des looks
pour les magazines, pour les photographes. Puis, je suis devenue agent de photographe où je faisais la production. Et là, je choisissais les photographes et je travaillais avec les magazines et aussi avec les grands clients. Et alors, je créais l'image qui allait éventuellement aller sur les magazines, dans les magazines. Et puis, j'étais consultant où je travaillais avec les buyers de Neiman Marcus où ils choisissaient quel look mettre dans les grands magasins. Et puis, je suis arrivée à Nordstrom où je vendais tout ça. Et j'étais avec les clients. Avant, j'étais toujours behind the scenes. Dans le back-office, dans les coulisses. Qui est très beau, c'est magnifique. Et en fait, beaucoup de monde commence à l'envers. J'ai commencé dans le glamour un peu parce que j'allais au défilé, j'étais avec les clients, j'organisais avec les mannequins. Et finalement, j'étais avec les gens. Et c'était la bonne façon de faire pour moi parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment dans mon Reiki, dans le développement personnel. J'avais déjà... j'étais bien en avance sur mon chemin spirituel. Et moi, d'être en contact avec les gens comme toi et moi, dans le département de mode, dans un grand magasin, à vendre, à parler, etc., c'était pour moi très satisfaisant parce que c'était vrai. C'était vrai. Et les caractères des gens étaient vrais aussi. Hein. J'ai eu des expériences avec des clientes très exigeantes et aussi les gens qui sont tombés amoureux de moi et dans le bon sens, dans le sens que j'ai créé des relations. Oui. Et la communication était meilleure à ce moment-là. Oui, et c'était vraiment beau et j'ai appris beaucoup sur la société en général. Voilà. D'accord. Alors, parmi tous les photographes avec lesquels tu as travaillé, quels sont ceux qui t'ont le plus touché? Je pense à Paolo Zambaldi, c'était un jeune photographe avec qui j'ai travaillé pendant des années et je l'ai aidé à faire ses productions, je l'ai vendu, j'étais son ami, son mentor, hein, parce que quand tu es agent de photographe, tu dois vraiment être là comme psychologue, aussi comme agent, comme vendeur. Et avec lui, j'avais un vrai lien qui était... qui s'est nourri, que vous avez nourri dans les deux sens. Stimulé, oui, exactement. Puis, Peter Lindbergh, j'ai travaillé avec lui, pas toujours proche de lui, mais c'était quelqu'un que j'admire beaucoup. Je le représentais dans mon agence et j'ai travaillé avec lui sur ses productions plusieurs fois. Et ce que j'aimais bien de lui, c'est qu'il était drôle et flexible, mais en même temps, il savait ce qu'il voulait et il bougeait pas trop de ce qu'il voulait. Et c'est pour ça qu'il était un incroyable photographe. Steven Meisel, quand je travaillais chez Vogue, c'était moi qui gérais tous les photographes. Vogue Italie. J'étais chez Vogue Italie dans les années 90, le meilleur moment. Et c'est moi parce que je parlais italien, français et anglais. Et il n'y avait pas Internet à ce moment-là, rappelez-vous. Et c'était moi la personne qui était en contact avec tous les photographes partout dans le monde pour récupérer leurs photos. Et ce n'était pas envoyé par email, hein, c'était par poste. C'était par DHL, FedEx. Non, c'était des hectares. Je recevais aussi leurs retouches en plastique qui couvraient la photo avec leurs points, avec les marques, etc. Et je me rappelle, avec Steven Meisel, j'étais toujours en contact avec lui, son bureau, et puis je l'ai rencontré aussi à Milan plusieurs fois. Et c'était, lui, il faisait un peu peur. Moi, j'avais toujours peur. Il t'intimidait. Oui, j'étais intimidée par lui, mais c'était quelqu'un d'exigeante avec qui m'a appris beaucoup dans mon travail. Et je suis exigeante. Moi, je suis exigeante. Je suis exigeante avec mes clients aussi, dans mes cours. Je suis assez tough. Et je pense que ça vient de toutes ces expériences de photographe, de travail aussi avec les collègues qui sont tough. Et aussi mes boss. J'avais des boss assez rigides, assez difficiles aussi. D'accord. À cette époque, en fait, ton travail était très prenant et il te provoquait en fait beaucoup de stress. Alors, est-ce que tu peux nous raconter quel est l'événement de ta vie
qui a fait que tu as pris conscience qu'il fallait que tu changes et qu'il y a eu cette bascule qui s'est faite? J'étais à la gym. J'allais à la gym à l'heure de déjeuner. J'ai toujours été accro à la gym, encore aujourd'hui, en train de faire un hit aérobique et il y avait la musique, etc. Et je me regardais dans le miroir. Oui. Tous les Italiens, c'était en Italie à ce moment-là, à Milan. Elles étaient, c'était plutôt des femmes joyeuses et les Italiennes, comment elles parlent comme ça. Et Oui, expansive et extravertie. très expansive. Quand j'arrivais ce jour-là, c'était pendant longtemps, je me rappelle que j'étais super triste. J'étais tellement dérangée par leur joie. Mm-hmm. J'étais tellement embêtée par le fait qu'elles sont heureuses. Elles étaient heureuses. Oui, et que toi, tu te sentais mal. Je me sentais mal et je regardais avec cette musique forte et moi qui faisais l'aérobic, etc. Je me regardais dans le miroir et je me rappelle quand je pleurais pendant ces cours en me regardant et en regardant les gens autour de moi. Et il y avait plusieurs de mes amis qui me disaient, Suzanne, si tu continues comme ça, tu vas avoir un breakdown et il faut vraiment que tu changes quelque chose. Et voilà, c'était peut-être moi qui me regardais dans le miroir, mes amis qui me voyaient de loin. J'étais triste. Et pourquoi j'étais triste? Parce que c'est qui aurait dit? Parce que j'avais quand même cette belle carrière. J'avais aussi mes 2 enfants, mon mari. J'habitais à Milan, je parlais toutes ces langues. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui identifient à ça, que je ne suis pas différente que beaucoup de monde. Mais c'était que j'ai laissé tout ça m'entraîner et me tirer en bas. Et sans que je me regarde bien dans le miroir, en fait, sans que je me regarde moi. Une autre chose qui m'a fait, et j'en parle, un déclic, j'en parle dans le livre, c'était que ma fille, à part le fait que je criais tout le temps à la maison, mais ça, c'était assez normal, parce que je suis quand même très feu. J'ai beaucoup calmé depuis les derniers 15 ans. Mais c'était ma fille qui avait des tics, des tocs, et j'en parle dans le livre, en fait, ça m'inquiétait. Qu'est-ce qu'elle fait? Personne ne voyait, même les profs, ses professeurs. Elle avait 6 ans. Mon mari ne voyait pas. C'était très discrète, mais je le voyais. Et chaque 2 semaines, ça changeait de corps, partie de corps, par exemple, les mains qui faisaient ça, ou sa tête qui faisait un peu, comment dire... Qui bougeait, ou ses lèvres. Et ça m'inquiétait. Alors, à ce moment-là, je l'ai amenée pendant 1 an à plein de différents médecins, aussi à Boston Children's Hospital, au psychiatre, faire des tests cognitifs, tests psychologiques et neurologiques. Et tout le monde disait qu'elle était anxieuse. Et Bettina, moi qui étais très dans la production, très vite dans ce que je faisais, j'étais pressée tout le temps, très colérique. C'était pas du tout la réponse que je voulais. Je voulais une pilule. Non. Oui, et qu'on n'en parle plus. Et non. Alors, ma copine avec qui j'étais à l'école italienne 10 ans avant, j'étais amie avec elle encore à Milan parce que j'ai déménagé beaucoup. Entre-temps, j'étais à Paris, mais on est revenu à Milan à ce moment-là. Elle me dit, c'est le Reiki. Et je dis, mais non, are you kidding me? Reiki, méditation, tout ça, c'était pas du tout mon monde. Et pour moi, c'était... Ah non, c'était très loin de toi. Bizarre, très bizarre. Et... alors, j'ai mis le papier où j'avais écrit Reiki et Maria, le numéro en italien, dans un tiroir. Et oui, 1 an après, j'ai retrouvé ce papier par hasard et j'ai été amenée là-bas. J'ai même pas rappelé ma copine. J'ai juste appelé et j'ai dit « Buongiorno, signora Reiki ». J'ai dit « Bonjour, Madame Reiki » parce que je pensais que c'était Maria Reiki. Vraiment, je ne comprenais pas. Et je suis un peu comme ça, je ne fais pas de recherche avant des choses et j'y vais. Elle rigole, elle dit non, je ne suis pas Maria Reiki, je suis Maria et j'enseigne et je fais du Reiki. Et elle a dit, si vous avez un problème avec votre fille, il faut faire vous aussi des séances de Reiki. Ah bon, ok. Et en fait, c'est comme ça, le déclic, c'était que le déclic pour la guérison, c'était rencontrer le Reiki. Et maintenant, inspirez profondément pour découvrir la respiration. Donc justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que le Reiki
et la particularité peut-être du maître avec qui tu as appris et ce qui pour toi, la chose la plus importante qui t'a transmise. Oui, oui, respirer, c'est dans tout. Il faut respirer. Et je ne savais pas du tout respirer. Et le Reiki, on n'apprend pas la respiration. On apprend la respiration plutôt dans le yoga. Et le Mhm. Reiki, c'est une technique énergétique Ouais. japonaise qui Mhm. aide à équilibrer l'énergie et on utilise les mains Ouais. et aussi notre intention. Mhm. Et je pense que pour moi, c'était très bien que je ne parlais pas encore de respiration parce que c'était une chose à la fois pour moi. Et aussi Oui. pour quelqu'un qui Mhm. commence un nouveau chemin spirituel, je pense vraiment faire une chose à la fois, pas être inondé de plein d'informations. J'ai eu beaucoup de profs de Reiki. J'ai fait beaucoup de training, de formation depuis 15 ans. Ma première Oui. professeure était en Italie et puis après, quand je D'accord. suis venue à Paris, Mhm. j'ai étudié avec Nita Mokanu de le Reiki Forum et c'est toujours le même Reiki. Il y a différents lignages. Enfin, il y a vraiment une lignée de Reiki qui vient du Japon, mais il y a des gens qui ont pris ça et créé leur Oui. lignée. Moi, Oui. c'est le Reiki de Mikao Uzui. Et, Tout à fait. et toutes mes professeurs faisaient partie de cette Oui. lignée. Et moi aussi, par exemple. De cette lignée. Et Nita Mokano, je le Mhm. conseille à tout le monde. Même Emily Vertou, avec qui j'ai travaillé sur ce livre, D'accord. avec elle, on a écrit le livre, elle a fait le premier 2 niveaux avec lui déjà, depuis qu'elle m'a rencontrée. Et je suis contente de passer son nom à tout D'accord. le monde. Il est exceptionnel ici en France. Sinon, j'ai aussi fait Oui. avec Colleen Benelli, qui travaille avec William Rand aux États-Unis et ça fait partie de International Center of Reiki Training Oui. et dont je fais partie. Et voilà, et une autre Philippe Mhm. Coffin, il est en Suisse. Bon, bref, ces professeurs, ils m'ont appris toute la même chose différemment et c'est quoi le plus important, c'est Oui. avoir la confiance dans notre énergie et avoir confiance dans l'énergie universelle qui Mhm. est à l'intérieur de nous, qui nous nourrit, qui nous Oui. crée, qui nous a créés, parce qu'on Oui. n'a pas eu Mhm. notre maman, nos mamans, Oui. nos mamans n'ont pas eu un manuel Tout à d'instruction fait. pour nous Mhm. créer. Elle n'a pas dit aujourd'hui on va ajouter le nez et les yeux aujourd'hui et tiens on va faire Bettina comme ça. Non, c'est comme ça, c'est quelque chose de très magique, cette énergie. Tout à fait. Absolument. Mystérieux et Voilà, et magique. qu'on peut connecter avec les autres, avec des situations dans le passé ou dans l'avenir ou dans Oui. le moment présent, avec cette énergie. Une autre chose qui est importante que j'ai appris et que j'enseigne dans mes cours et que tu as déjà entendu parler de ça, c'est les 5 idéaux de Reiki. C'est la philosophie. Oui. Oui. Tout à fait. J'allais justement y venir. Puisque tu dis souvent que le Reiki, c'est 50% d'énergie, 50% de philosophie. Donc j'aimerais bien que tu nous parles brièvement de ces 5 idéaux. Brièvement, c'est inspiré par l'empereur dans les années 20 de Japon. Et Oui. le fondateur de Reiki, Mikao Usui, il Mhm. s'est rendu compte qu'il y avait cette puissance, ce pouvoir dans les mains et cette énergie qui peut être communiquée par les mains est magnifique et guérisseur. Mais il y avait Oui. quelque chose qui manquait et c'est parce que une fois que Bénéfique. tu es guéri ou que tu reçois Mhm. cette énergie, après, il faut aussi savoir le mettre en marche dans la vie. Et il faut prendre responsabilité Oui. de sa vie. Tout à fait. Absolument. Et alors, il a été inspiré Oui. par les Oui. Oui. wakas, c'est Mhm. des petits poèmes de cet empereur. Et il a créé les 5 idéaux basés sur ça. C'est un peu général dans le sens que vous avez tous entendu de cette philosophie. La première chose, c'est que chaque phrase, chaque des 5 idéaux de Reiki commence avec, puis la phrase juste pour aujourd'hui, qui nous ancre dans ce moment présent.
Et puis après, il y a une différente il y a 5. Et la première, c'est qu'on se libère de la préoccupation. Deuxième, c'est la colère, se libérer de la colère. Tout à fait. Troisième, c'est autour de reconnaître nos bénédictions et aussi de avoir la gratitude. Exactement. Et puis dans cela, il y a aussi l'idée de reconnaître nos ancêtres et les honorer. Et la quatrième, c'est de vivre sa vie honnêtement. Et la cinquième, c'est respecter la vie autour de nous sous toute forme. Et je dois juste ajouter, qui est très importante à dire, c'est que le Reiki, c'est japonais. Et alors, c'était tout écrit en japonais. Et quand ça a été traduit en anglais, les Américains, ça est arrivé aux États-Unis d'abord dans les années 80, le Reiki, par Hawaii, par Madame Takata. Oui. Et ils ont traduit littéralement en japonais. On n'a pas les no, pas négatifs. Il n'y a pas de négation dans les phrases. Et en français, en anglais et en français, en italien, il y a no, I will not, je ne vais pas, non farò. Et alors, si vous regardez les vidéos de Reiki en ligne aux États-Unis, en Angleterre, en anglais, c'est I will not worry. Oui, c'est-à-dire qu'eux respectent la négativité. Et toi, tu l'as enlevé. Et Nita Mokano, mon professeur, il a enlevé. Il a dit, je me libère. Et je trouve que c'est tellement mieux. Et je me libère. Tout à fait. C'est beaucoup plus puissant et on est dans le positif. Voilà. Donc, alors, il y a une chose qu'il faut que nos auditeurs sachent, c'est que ces 5 séances, tu les as fait par Zoom, et en fait, on peut les acheter sur ton site. Donc, on peut pratiquer. J'ai fait les 5 idées de Reiki en septembre. C'est 2 heures de séance par idéal. C'est en anglais et en français. Vous pouvez au même temps découvrir l'idéal de Reiki, mais aussi l'adapter à votre vie et respirer pour que vous puissiez l'intégrer vraiment dans votre corps. Moi, je le recommande parce que je l'ai fait et que j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré. Merci, c'était super de t'avoir avec moi.